c'est le point faible de notre pays par rapport à bien d'autres où les soins n'ont pas plus de pertinence, pas plus de qualité globale, mais où la coordination peut être mieux faite. Diapositive suivante. Revenant à la pertinence de soins. Cette diapositive résume ce que doit être la méthode de tout médecin, de tout soignant qui a en face de lui un patient, des problèmes à résoudre, quelqu'un du médico-social même. C'est d'abord définir le profil de la maladie dans sa gravité, sa sévérité, son ancienneté, ses complications, et c'est un des éléments majeurs de la pertinence de soins, c'est-à-dire des indications thérapeutiques ou diagnostiques. Le deuxième, c'est le profil de la personne. Qui est cette personne? Son âge, ses autres pathologies. Il y a un diabète, mais il y a un cancer en cours de traitement, mais il y a un problème de lésion des pieds, mais il y a eu un infarctus. Enfin, il y a un début d'altération de la mémoire. C'est les comorbidités, ce n'est pas les complications obligatoirement de la maladie, c'est d'autres maladies. Ensuite, il y a la personnalité, le mode de vie et les événements de vie. Les événements de vie sont capitaux dans toutes les étapes. On ne peut pas faire la même chose selon les événements de vie. Enfin, troisième composante, le profil de l'environnement et du milieu socio-éducatif. Autrement dit, le niveau de vulnérabilité, parfois de précarité. Je dis ça très vite, mais c'est incontournable en télémédecine aussi. C'est incontournable lorsqu'on va télésurveiller, téléassister et avoir un télésuivi. Si on ne raisonne pas de la sorte, on ne fait pas de la médecine. On fait un apport technique sur un paramètre donné. Diapositive suivante, Monsieur Ravix. Les patients connectés, les enjeux et les bénéfices, notamment des dispositifs médicaux connectés, de la téléassistance et de la télésurveillance. Alors, vous les voyez déclinés. Monsieur Ravix vous les transmettra. J'insiste pas, ils sont clairs. Mieux prévenir et soigner. Faciliter l'accès aux soins lorsqu'il y a éloignement des équipes. Accroître la sécurité, et ça c'est vrai pour bien des objets connectés en cardiologie, en diabétologie, en assistance même respiratoire. C'est réduire l'isolement des patients et finalement, ça peut être renforcer la fréquence des liens soignants-soignés par l'e-éducation, la téléassistance. C'est aussi une capacité de personnaliser le suivi et l'accompagnement en renouvelant des appuis et prenant compte des difficultés. Et donc de favoriser l'autonomie, le maintien à domicile et éviter les hospitalisations. C'est pas rien. Diapositive suivante, on va les passer très vite. Vous savez qu'en diabétologie, on a des systèmes de mesure automatique de glucose qui transmettent à des outils qui permettent d'adapter l'insuline, aujourd'hui même d'asservir l'insuline, les doses d'insuline au capteur. Plaque suivante, diapositive suivante. Les systèmes intégrés de télémédecine ont donc un dispositif médical communicant, un médecin qui peut assurer ou une infirmière un tableau de bord du suivi avec une plateforme de télésuivi. Diapo suivante. Donc les capteurs sont dans le cloud, comme il est dit, et évidemment, c'est un exemple de télémédecine. Diapositive suivante. Et la surveillance, par exemple, sur ces écrans d'enfants pour qu'ils fassent moins d'hypoglycémie nocturne qui terrorise leurs parents est une application importante. Diapositive suivante. Enfin,
on a aujourd'hui des systèmes de boucle fermée, c'est-à-dire un algorithme qui traduit le niveau de la glycémie en permanence en dose d'insuline administrée par la pompe, tout ça étant enregistré dans le cloud, et vous voyez une application dans le diabète de la télémédecine actuelle, en plein développement. Diapo suivante. Alors, avant d'engager des patients en connexion, en télésurveillance et téléassistance, comment prévenir les risques de la télémédecine? Il faut se reposer de manière méthodologique les questions, le questionnement éthique sur l'autonomie, recueillir le consentement libre et éclairé de la personne, le rappeler, avoir le souci de la liberté du choix des patients, d'initier ou pas, d'arrêter ou pas, c'est très important. Les techniques de télémédecine et notamment de télésurveillance et téléassistance. Parce que lorsqu'on a engagé un patient là-dedans, il n'est pas toujours facile de lui proposer d'arrêter si ça ne lui convient pas. Et il faut absolument pouvoir le faire dans des équipes parfois très engagées dans ces techniques et qui pensent que c'est la panacée. En fait, il faut garantir une éducation, une décision vraiment partagée et pas obligatoirement inculquée ou insufflée, et qui est donc révocable en tenant compte du vécu du patient. S'assurer de la qualité et de la durée de l'éducation thérapeutique. Et si possible, bien sûr, la co-construire avec le patient, avec des professionnels qualifiés. Il faut penser à la non-malfaisance, éviter des intrusions inutiles, s'en tenir aux données indispensables à la cible santé et pas divaguer sur des aspects personnels qui n'ont pas d'intérêt. Il faut en tous les cas apprécier ou évaluer l'impact sur la personne et sur l'entourage. Exemple, si on a toujours le rendez-vous au moment où la personne a l'habitude d'une de ces activités qui est une béquille de la vie ou un équilibre de la vie. Et donc, dans la non-malfaisance, il faut éviter toute indication et information non pertinente et surtout, ne pas s'y lancer avec une équipe médico-soignante sans expérience. Enfin, les patients connectés, diapo suivante. Pour les patients connectés, non, la diapo suivante, voilà. Offrir une écoute au patient pour répondre à ses attentes prioritaires, tenant compte de son mode de vie, préserver la relation humaine en maintenant l'accessibilité aux consultations, et puis penser au droit à l'équité surtout. Éviter la fracture numérique qui est source de ségrégation et d'inéquité, garantir la confidentialité des données collectées, c'est un grand chapitre, et préciser les responsabilités collectives. Il faut garantir la confidentialité, mais il faut éviter la paranoïa autour de la confidentialité. La France et les Français, les citoyens sont très tournés facilement vers un danger que représenterait tout et tout objet connecté. Parfois, c'est justifié, parfois, c'est excessif. Alors, je vais donner, pour terminer, un dernier exemple. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Ce dernier exemple, c'est ce que nous voyons, par exemple, dans un réseau de télémédecine qui marche très bien dans notre région, qui est le réseau Plécicatrisation, qui a été monté et très bien développé par le docteur Luc Théo et le docteur Chloé Géry. En fait, il y a
à l'autre bout de l'écran, sur place, à proximité, dans l'Aveyron, en Lozère ou dans les hauts cantons de l'Hérault, une personne dont les plaies posent beaucoup de problèmes, l'escarre et le risque d'amputation. Et là va se décliner ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la télémédecine n'exclut pas de dire pertinence de la décision d'abord. Donc, le profil et la sévérité, est-ce qu'on peut le faire sans le voir, avec les imageries, avec ce qu'en dit l'infirmière? Est-ce que le profil de la personne convient à cette pertinence de la décision? Est-ce qu'elle peut psychologiquement accepter une décision comme ça à distance? C'est souvent très délicat et même plus que ça. Et puis le profil de tous ceux qui vont l'entourer et de son environnement pour assumer ses suites et la décision elle-même. Alors vous voyez, la télémédecine doit faire en sorte que l'annonce ait des garanties pour assumer cet exercice délicat avec un contenu loyal mais qui fait mal, et l'importance de la forme fait que souvent l'annonce demande la présence et qu'on ne peut pas tout faire par la télémédecine. L'empathie par télémédecine est délicate. Le choix des mots, le ton, le parler, l'écouter, le regarder pour percevoir en télémédecine, c'est extrêmement difficile. Et le tact, c'est bien sûr une retenue, c'est un choix de mots simples, mais c'est de toucher avec tact aussi. Et c'est d'annoncer ce que l'on fait, ce que l'on touche. Donc, vous le voyez, il y a une limite à la télémédecine. C'est qu'on peut avoir un certain tact, mais jusqu'à seulement un certain point. Voilà les messages que je voulais vous donner. Je m'arrêterai là, mais je conclurai par deux mots. Lorsqu'on est un émetteur, encore plus par télémédecine, et qu'on énonce des messages, il faut savoir qu'à l'autre bout, il y a un récepteur et que votre message a un sens, mais le récepteur peut lui en donner un autre. C'est ainsi que des messages peuvent être assimilés dans le sens de l'émetteur ou modifiés ou rejetés. Et donc, on doit toujours penser à la cible en premier dans la manière et dans les messages, c'est-à-dire le récepteur. Dans ce monde sous pression, on a inventé la télémédecine. On invente la télémédecine pour se rapprocher, mais parfois pour accélérer. Eh bien, il peut simplement ne plus y avoir le temps pour penser. Et donc, penser ce que l'on fait dans la télémédecine est tout aussi important. J'ai débordé de quelques minutes, vous m'en excuserez. Il n'y a pas de souci. Et je vous remercie beaucoup de votre intervention. Donc, une réaction à ce qui vient d'être énoncé. Nathalie, Pearl, pour commencer. Alors, moi, je voulais faire une petite intervention. Je trouve que ce que vous avez dit dans vos premières diapositives était important. C'est au sujet de l'autonomie du patient, c'est-à-dire qu'il soit en capacité de refuser ou d'arrêter l'utilisation de tels dispositifs, à mon sens, est important puisque ça permet de favoriser son autonomie et de ne pas avoir une médecine essentiellement connectée et de pouvoir avoir le choix en fait de ces dispositifs. Et je trouve que c'est une disposition qui est intéressante et qui va rajouter de la confiance dans ces dispositifs à l'ensemble des usagers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être Monsieur Téchec
ou Madame Lumedi Luna. Peut-être Monsieur Téchec, vous voulez prendre la parole? Allez-y, Madame Lumedi Luna. Bien, moi, je voudrais souligner l'intérêt que j'ai pris à l'exposé du professeur Branguet. Je suis très sensible à cette notion d'autonomie du patient, bien entendu, et du respect du patient en tant que personne. Effectivement, nous avons tous peur en tant que patients d'une uniformisation, ce que j'appellerais une normopathie imposée par la technologie, une technologie forcément simplificatrice. Et dans son exposé, le professeur a bien mis en avant la qualité d'humanité qu'il faut insuffler à tout ce débat. Donc, en tant que patiente et représentante des usagers, il me semble qu'effectivement, dans le contexte actuel que nous vivons et le déploiement de la e-santé, effectivement, cette e-santé peut être une véritable chance pour réussir l'évolution de notre système de santé, à condition d'être vigilant, d'exercer une nécessaire vigilance quant à ces objets connectés qui ne doivent pas être justement, disons, déconnectés de la personne que représente un patient ou un usager. Voilà. Il ne faut pas que le côté artificiel d'une connexion quelconque puisse prendre le pas sur la nécessaire humanité à garder. Merci. Monsieur Téchec, une petite réaction? Oui, oui, oui. Clairement, hein, après l'exposé qui vient de nous être fait, quand la technologie se met à ce point au service de l'homme et au service du malade, on peut que applaudir. C'est absolument génial. Ces nouvelles technologies permettent aux malades de mieux connaître leur maladie, de mieux la gérer. Et c'est très bien. Hein. Que ça se fasse à distance ou en présentiel, l'essentiel, c'est que ça se fasse le mieux possible. On sait très bien que dans la période, alors la crise de Covid a renforcé ça, mais la société commençait à glisser vers ça. On est en train de passer du vivre ensemble au vivre connecté. Et clairement, alors je pense que dans le débat, après, on va pointer des aspects un peu plus sombres ou un peu moins défrichés, mais suite à l'exposé qui vient d'être fait, oui, la technologie au service de l'homme et du patient, il n'y a absolument rien à dire. C'est ce qu'il faut si c'est mieux pour les malades. Merci. Nathalie? Oui. Non, ce que j'ai retenu et pour lequel j'abonde grandement, c'est la pertinence des soins, ne serait-ce qu'une technique qui n'apporterait rien aux patients, qui ne serait là qu'en tant qu'innovation technologique, n'aurait pas de sens dans la nouvelle forme que l'on veut donner au service de santé. Et je trouve que c'est un petit peu la pierre angulaire de tout cela. Ensuite, ça se décline en comment est-ce que l'on fait, comment est-ce qu'on peut le contrôler et comment est-ce que l'on peut pondérer les résultats inhérents à ces techniques-là. Mais alors moi, je ne connais pas trop le monde des objets connectés parce que je connais plutôt le parcours de soins dans le domaine de l'imagerie médicale.
mais à chacune des technologies qui sont utilisées dans ce parcours de soins, il y a un écho à un besoin pour, in fine, le patient. Je trouve que c'est très important de souligner la pertinence que l'on doit apporter à ces outils. Géraldine, une petite remarque par rapport à ce qui a été dit? Oui, je veux bien. Effectivement, merci professeur Bringer pour votre intervention qui pose vraiment le cadre des questions qu'il faut se poser et qu'il est vraiment important d'avoir en tête quand on imagine mettre en œuvre des objets connectés dans le domaine de la santé. Moi, oui, je pense que, juste pour dire deux mots, je pense que ce qui est important, c'est que ces objets-là qui sont parfois simples, parfois assez simples, parfois un peu moins. On a vu celui que vous avez présenté sur le diabète, c'est quand même un objet un peu plus complexe qui nécessite très certainement de la formation du patient. Ce que je voulais dire, c'est que ça ne doit pas être vu comme des gadgets. Et vous le dites bien dans votre présentation, c'est qu'on est là sur une prise en charge qui intègre une solution technologique très évoluée, plus ou moins évoluée, pour aider à la prise en charge du patient. Et ça doit vraiment être un élément qui est vu comme un élément du protocole. C'est pas simplement un gadget supplémentaire qu'on met en œuvre. Il doit vraiment être intégré dans la prise en charge, réfléchi, vous l'avez dit également, professeur, et le rôle du consentement et de la compréhension du patient par rapport à l'intégration de ce type d'objet dans sa prise en charge doit être absolument recherché et obtenu ou pas, d'ailleurs, comme vous le dites très bien. C'est-à-dire que si le patient ne souhaite pas avoir recours à ce type d'objet, il doit aussi pouvoir avoir le choix. Et c'est important que la qualité de sa prise en charge ne s'en ressente pas. Donc, je pense que là, vous avez effectivement posé les bases de notre débat de ce matin et on va pouvoir continuer d'échanger. Une petite réaction? Oui, alors, vous avez souligné, le professeur Bringer, les principes, le principe d'autonomie, le principe de bienfaisance. Vous avez rappelé que ces technologies devaient être tournées vers le respect des droits, l'équité, les responsabilités. Donc tous ces principes-là qui sont des principes fondamentaux dans le recours à ces dispositifs techniques. Moi, j'ai étudié donc, dans le cadre de ma thèse des dispositifs qui sont extrêmement controversés et qui viennent justement titiller l'ensemble de ces principes-là, puisque j'ai travaillé sur les dispositifs techniques de géolocalisation destinés aux personnes âgées qui vivent en EHPAD et qui ont des troubles cognitifs de type Alzheimer et maladies assimilées. Et donc ces dispositifs-là promettent en tout cas plus d'autonomie, promettent un accompagnement qui serait plus adapté, plus bienfaisant, permettrait aussi d'améliorer les droits des personnes et en particulier le droit à la liberté d'aller et venir librement tout en permettant le principe de sécurité. Donc c'est des technologies qui sont pensées, en tout cas dont les concepteurs, les développeurs et les revendeurs de ces technologies entendent concilier des valeurs qui sont perçues par les soignants, décrites par les professionnels de santé dans les EHPAD, de santé et de soins au sens plus large, comme étant des valeurs qui rentrent en concurrence, des valeurs dilémmatiques, le dilemme liberté-sécurité. Donc ces technologies-là sont censées apporter une réponse à ce dilemme, résoudre quelque part ce dilemme. Mais ce que j'observe dans ma thèse, c'est à la fois comment se déroule, comment est-ce que la promesse est formulée par les développeurs et les distributeurs, et également tous les problèmes éthiques que ça engendre, la manière dont on a essayé de façon extrêmement compliquée de réguler ces technologies-là à travers une succession de textes qui finalement ont du mal à aboutir à une réglementation stabilisée parce que ce sont, comme je vous le disais, des dispositifs controversés les dispositifs en eux-mêmes sont controversés et le débat liberté-sécurité en amont, le débat éthique n'est pas stabilisé. Donc l'intégration de ces dispositifs-là, ces dispositifs techniques de géolocalisation est compliquée de par ces deux faits-là. Des technologies
controversé dans un débat éthique qui lui-même pose un certain nombre de problèmes. Je vais en rester là, je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir certains points. On a une question dans les personnes qui participent, les spectateurs. Donc, je vous la lis. Donc, comment envisageons-nous ce choix entre santé connectée ou pas pour le suivi du patient? Et est-ce que ce choix est-il provisoire? Aujourd'hui, on est dans une phase de déploiement ou est-ce un choix à pérenniser dans le temps, même lorsque cela sera courant dans la pratique? Alors, si on prend le parallèle avec le dossier patient informatisé, offre-t-on aujourd'hui le choix au patient d'être ou pas suivi via un dossier informatisé? Donc là, on va au-delà de l'objet connecté, on va dans la suite avec notamment le dossier patient informatisé. Donc, est-ce que le choix, peut-être M. Bringer peut peut-être donner une petite réponse, est-ce un choix provisoire ou est-ce que ce choix de dire j'utilise ou pas ce type de dispositif doit être pérennisé dans le temps? Alors, je crois que l'évolution à laquelle nous assistons de la télémédecine est certes amplifiée considérablement par la crise sanitaire, mais représente un pas décisif. Et je crois qu'il y aura de plus en plus de développement de patients connectés, soit par l'intermédiaire de dispositifs médicaux connectés, de télésurveillance, téléassistance, mais aussi de télédiagnostic. Donc c'est un mouvement peu arrêtable, à mon sens. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment penser à son application pour qu'elle soit humaine. C'est le sens du message. La télémédecine ne réduit pas la conversation avec le patient, conversation dirigée, certes, pour aboutir à un diagnostic qu'on appelle interrogatoire, si ce n'est que l'interrogatoire fait un peu policier, mais ça veut dire que dans l'échange et la conversation qu'il y a avec le patient, la méthode doit être parfaitement définie parce qu'elle est un acte majeur du diagnostic. Pour prendre un exemple, connaître l'origine d'une fatigue demande un interrogatoire extrêmement méthodique. Sinon, on inonde le patient d'examens complémentaires qui servent dans 90% des cas à rien. Donc, c'est une méthode, de même un malaise. Un malaise, c'est un interrogatoire d'une précision absolue. Faute de quoi, on a une idée très vague de ce qu'est un malaise. Et je pourrais continuer sur les grands symptômes et douleurs. Ça demande des analyses très précises et le temps. Voilà, donc c'est un point. Allô? Oui, on vous entend. C'est un point très important. Pour terminer, je dirais que oui, la télémédecine va poursuivre l'évolution. Elle n'est pas arrivée à maturité. Il va falloir, c'est sûr, avoir une réglementation appropriée, mais non paralysante. Car le plus gros danger, vous le savez, c'est que l'Europe a beaucoup de règles de protection des personnes, mais il faut faire en sorte qu'elles ne soient pas paralysantes, alors que tous les objets connectés aujourd'hui sont développés pratiquement par les États-Unis et la Chine. Merci professeur. Je voulais aussi vous poser des questions un peu à tous là. Donc, par rapport à tout ce qu'on a été dit, pensez-vous qu'un équilibre puisse être trouvé pour une utilisation raisonnée de ces outils
sans priver les patients de cette aide qui peut être bénéfique. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Madame Numeti-Luna? Je vous vois réagir. Excusez-moi. Pas de souci. Bien sûr. Eh bien, nous avons tous souligné la nécessité de positionner l'usager en tant qu'acteur de son parcours de soins. Et effectivement, je vois dans les questions qui sont posées aussi, quelle place, quel rôle pour les patients experts, quel rôle pour les commissions d'usagers, comment faire un choix entre un bon et un mauvais objet connecté, etc. Moi, je dirais que nous sommes dans une période où nous sommes passés du patient exécutant au patient qui pourrait être connecté avec beaucoup de vigilance et en passant par le patient informé. Le partage de l'information et le développement des communautés, à mon avis, et à l'avis de France Asso Santé que je représente, ce sont des incontournables, avec évidemment l'adhésion du patient pour la prise en charge, sa propre prise en charge et sa responsabilisation. Et puis, si on veut que le patient participe, il faut l'amener à changer parfois de comportement, mais il faut que ce changement soit accepté. Et l'éducation thérapeutique du patient auquel nous participons en tant que patient expert ou dit expert ou patient intervenant en éducation, dans les programmes d'éducation thérapeutique du patient, je pense que cette action est, disons, précieuse en collaboration avec les professionnels de santé qui conduisent ces programmes. Nous sommes tout à fait conscients qu'il faut vaincre des peurs, des réticences, mais nous sommes à la Fédération française des diabétiques acharnés à travailler à l'amélioration de la représentation que nous pouvons avoir, que chacun des patients peut avoir, des objets connectés en santé. Et je ne prendrai comme exemple que l'utilisation du DMP, du dossier médical partagé. Nous venons suite à nos états généraux du diabète et des diabétiques de finir une campagne qui puisse mettre en œuvre ce dossier médical partagé, parce que effectivement la crise a permis de constater combien et à quel point un DMP, un dossier médical partagé structuré et généralisé aurait pu être utile. Mais là, faut-il encore convaincre tous les patients de l'ouvrir et d'adhérer à la démarche. Voilà, donc nous sommes en train de travailler à tous ces aspects de cette santé connectée pour faire justement que le patient connecté réalise son empowerment. Et je pense que la démarche n'est pas facile parce que nous avons sur le bord du chemin des patients qui sont très très éloignés du numérique. Merci bien. Perle, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, du coup, je voulais réagir à la question que tu viens de poser, donc sur la question d'un équilibre peut-il être trouvé pour une
une utilisation raisonnée des dispositifs. Et donc, je voulais revenir sur ce que j'avais pu observer sur ces dispositifs techniques de géolocalisation, à savoir que cette rhétorique de l'équilibre, de trouver un juste équilibre, est constamment mobilisée par certains acteurs et certaines actrices que j'ai pu étudier. Et cette question de la rhétorique de l'équilibre, en l'occurrence, donc, vous l'aurez compris, entre les valeurs de liberté de circuler et les valeurs de sécurité, elle s'oppose aussi, dans le cas de l'usage et des régulations des dispositifs de géolocalisation, à une rhétorique qui est une rhétorique de l'ordre des droits, dont on a déjà parlé un petit peu plus tôt. Et pour préciser cela, en fait, ce que j'ai pu observer dans le cadre de ma thèse, c'est qu'il y avait 3 groupes qui s'affrontaient et que tous ne mobilisent pas cette rhétorique de l'équilibre de la même manière. Donc il y a un premier groupe qui ne la mobilise pas du tout et qui va d'abord s'asseoir, avant toute chose, sur, comme je vous le disais, une rhétorique de la liberté, une rhétorique des droits, et en particulier donc, une rhétorique de la liberté d'aller et venir. Et donc là, il est représenté, ce groupe-là, par un certain nombre d'acteurs, des différents acteurs des autres groupes, en particulier certains directeurs et certaines directrices d'EHPAD, mais aussi des représentants et des représentantes d'associations et de fédérations du milieu gérontologique, des représentants du personnel, par exemple, et en particulier des personnes qui ont une formation de juriste, et encore plus en particulier des gens qui ont une formation des juristes qui sont spécialisés dans le droit de la personne, vs d'autres juristes qui ne vont pas mobiliser, ou en tout cas pas autant cette rhétorique des droits et de la liberté, qui sont les juristes spécialisés dans le droit de la santé, pour eux, la rhétorique de l'équité et de l'équilibre entre la liberté et la sécurité va avoir davantage de sens. Et en réalité, donc ces personnes que j'ai mis dans le groupe des défenseurs de la liberté d'aller et venir, ils prônent la liberté d'aller et venir comme étant un droit fondamental, je pense que vous l'avez compris, et ils vont défendre tout un ensemble d'autres principes. Et donc ils s'opposent, comme je vous le disais, à un autre groupe que j'ai appelé donc, les défenseurs de l'équilibre entre la liberté et la sécurité. Et donc là, il y a d'autres acteurs, d'autres directeurs d'EHPAD, par exemple, qui vont se positionner dans cette perspective-là, mais également des hommes et des femmes politiques. Et ici, donc, la liberté d'aller et venir, elle n'est pas présentée comme étant un droit fondamental, mais uniquement comme une bonne pratique. Et à l'inverse, donc, la sécurité, elle va être érigée comme étant un droit fondamental. Donc, en somme, le premier groupe va ériger la liberté d'aller et venir comme étant la valeur suprême qu'il faut défendre, alors que pour les autres, ils vont ériger la sécurité, qui, au sens strict du droit, n'est pas une liberté fondamentale, mais un principe que les EHPAD doivent apporter à leurs résidents. Donc, ériger la sécurité comme étant une liberté fondamentale et faire descendre un petit peu la liberté d'aller et venir de son piédestal de liberté fondamentale pour la définir, pour la dire dans leur discours comme étant une simple bonne pratique, entre guillemets. Et ce qui m'intéressait de vous dire ici, c'est à la question, un équilibre peut-il être trouvé? En fait, il me semble que sur mon sujet, certaines personnes vont dire que oui, et que la valeur morale suprême qui les anime, c'est l'équilibre, et l'équilibre des valeurs, liberté, sécurité en l'occurrence. Et pour d'autres, non, cette rhétorique de l'équilibre ne va pas faire sens selon une rhétorique des droits fondamentaux. Et il me semble que c'est dans cette perspective que l'ensemble des... je ne sais pas si j'ai extrêmement bien compris, mais tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on réitère la dynamique autour des droits fondamentaux et en précisant leur importance, ce qui évidemment est tout à fait légitime. Et juste un dernier point, et je vais finir là-dessus, pour dire que cette rhétorique de l'équilibre, il me semble important de se demander toujours entre quoi et quoi. Alors là, j'ai parlé de liberté-sécurité parce que c'est l'une des grandes tensions qui traverse mon objet, mais il y a effectivement aussi la tension entre accompagnement humain et dispositifs techniques dont on a beaucoup parlé, et encore d'autres tensions morales. Et donc cet équilibre, en fait, il n'est pas unique, il est pluriel entre plein de tensions morales, ce qui rend effectivement sa compréhension et la compréhension de l'équilibre assez complexe.
Et donc un second point, ce que j'ai essayé de vous expliquer ici, c'est que l'équilibre, il n'est pas souhaité par tous, parce que certains ont tranché sur le débat, sur la priorité à apporter à certaines valeurs. Et l'équilibre des uns, troisième point, l'équilibre des uns n'est pas l'équilibre des autres. Donc chacun déplace le curseur entre les valeurs qui font le plus de sens pour lui, d'un côté ou d'un autre du spectre des valeurs. Merci, Père. Nathalie? Alors, dans le champ de l'imagerie, on sort un petit peu du domaine de l'objet connecté. Il y a énormément de développement de téléradiologie et il y a énormément également l'émergence d'outils algorithmiques basés sur l'intelligence artificielle dans le parcours de soins, dans le service de radiologie, qu'il soit public ou privé. Et l'équilibre donc qui serait recherché et répond à ce que le professeur Bringer donnait en introduction, c'est la pertinence de ce besoin-là. Pour donner quelques exemples, il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent de répondre à une problématique qui est que on en entend souvent parler, enfin on en entend parler, les délais parfois d'obtention d'examen en imagerie sont longs. Aussi, eh bien, des outils sont au service pour gérer les flux patients, pour essayer de réduire les temps d'examen, de réduire également les temps pour obtenir les résultats dans une optique d'accélération ou du moins de non-ralentissement de la prise en charge du patient. Il y a également des outils qui permettent de prioriser les examens, ceux qui sont très urgents, ceux qui le sont moins, au service du patient. L'acquisition des images est aidée par des outils d'intelligence artificielle également, qui sont de l'ordre de ce que l'on entend dans la médecine des 4P, personnalisée, précise, qui permettent eh bien, de standardiser les pratiques, d'avoir quelque chose qui soit équitable pour l'ensemble des patients dans leur prise en charge, qui puisse être personnalisé quant à la délivrance de rayonnement, etc., avec toujours comme objectif d'avoir une qualité d'image qui soit suffisante et en adéquation avec les besoins du médecin radiologue pour qu'il puisse poser un diagnostic sur cet examen-là. Et dans une autre mesure, après l'acquisition de ces images-là, il y a ce qui est de l'ordre de l'interprétation et des outils d'aide au diagnostic. Il n'y a pas d'outils qui permettent de décider et d'offrir un compte-rendu, une décision d'interprétation radiologique en autonomie. Ce sont des outils d'aide au diagnostic qui permettent, dans le cadre d'une urgence par exemple, un accident de la route, de pouvoir détecter rapidement quelles sont les zones que l'on pourrait considérer comme anormales, parce que selon le type d'examen que l'on a, eh bien, il y a une quantité extraordinaire d'images qui est produite, et des outils d'intelligence artificielle peuvent aider le radiologue en priorisant les anomalies au sein de ces images-là pour une plus rapide prise en charge du patient. Il y a des étapes dans l'interprétation qui sont très chronophages et qui n'ont pas réellement de valeur ajoutée clinique, qui sont par exemple le contourage de certains organes ou de certaines lésions, et qui permettent de soulager le médecin radiologue afin, comme c'était dit également un peu plus tôt, qu'il puisse accorder plus de temps à des étapes qui ont un impact clinique plus important, voire dégager du temps au médecin radiologue pour qu'il puisse discuter des résultats avec le patient, avoir une relation peut-être
plus forte. Voilà. Mais l'intelligence artificielle, elle est algorithmique et elle ne répond qu'à une question à la fois. Il y a énormément d'organisations qui se sont penchées sur la question, que ce soit en France avec les sociétés de radiologues publics privés, en Europe, même des déclarations communes des sociétés européennes et américaines quant à toute la problématique de l'intelligence artificielle en imagerie. Donc, celle-ci répond à une question, alors que le médecin prend en charge globalement l'examen. Donc, qu'est-ce que l'on ferait, par exemple, des découvertes fortuites qui ne seraient pas dans le prisme de l'algorithme que l'on utilise. Et c'est la raison pour laquelle il y a un intérêt fort dans la souveraineté humaine des décisions qui sont prises et qui ne sont pas, il n'y aurait pas de transfert de compétences, disons, à un algorithme. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est la pertinence pour répondre à une question relative aux besoins du patient et surtout une souveraineté, une garantie humaine des résultats par les outils d'intelligence artificielle. Merci Nathalie. Monsieur Téchec, vous vouliez rajouter quelque chose? J'avais aussi, alors excusez-moi, juste une petite question un petit peu pour vous autour de cette notion d'équilibre autour d'une utilisation raisonnée. La Mutualité française avait élaboré un dossier sur le numérique et la pollution invisible dans lequel elle préconisait une limitation du numérique et autour de cette émergence des objets connectés. Ça ne va pas un peu à l'encontre de vos préconisations et l'idée, ça serait de trouver un équilibre entre cette pollution invisible et l'usage de ces objets connectés en pleine évolution. Oui. La question de départ, c'était un équilibre peut-il être trouvé pour une utilisation raisonnée? Non, c'est un équilibre doit être trouvé. Hein. Il faut absolument trouver un équilibre parce que là, autant la première intervention montrait que tout le bénéfice qu'il peut y avoir pour les malades, etc. Mais on ne peut pas en rester là. Il faut aussi avancer sur les questions de sécurité. On parle d'objets connectés, hein, que ce soit les dispositifs médicaux ou les objets de bien-être, ils sont connectés, mais ils sont connectés à quoi? Est-ce qu'on est sûr de ce à quoi ils sont connectés? Il y a eu une petite anecdote. Une anecdote en 2007, Dick Cheney, qui était un des principaux dirigeants des États-Unis, a fait un AVC de plus. On lui a changé son pacemaker et on lui a mis un pacemaker dernière génération. Il s'est très bien remis de l'opération. Hein, et quelques temps après, on lui a demandé de déconnecter le Bluetooth de son pacemaker, parce que c'était une nouvelle génération qui était connectée. Par crainte d'attentat, on lui a demandé de le déconnecter. Alors, s'ils l'ont fait, et ça a été dit beaucoup plus tard, peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas une sécurisation totale de ces dispositifs-là. En tout cas, aujourd'hui, la Mutualité française travaille ces questions-là et pousse pour la création ou l'émergence d'un label qui avance certaines données de sécurisation. Et aussi, vous l'avez dit, d'éléments liés à la pollution invisible, parce que alors ça faisait partie des grands oubliés de la première intervention du professeur. On n'a pas parlé des conséquences liées à la fabrication. Ces objets connectés, alors ces dispositifs médicaux nécessitent d'avoir des métaux précieux, rares, polluants. Ce sont des objets, en tout cas pour les objets de bien-être, qui sont consommables, donc qui sont aussi vite construits qu'ils sont devenus un petit peu obsolètes, en tout cas pour les objets bien-être. Et les questions liées à la fabrication,
et au recyclage n'apparaissent pas aujourd'hui. On a du mal à les faire émerger. Les questions liées au stockage aussi, stockage des données. Est-ce qu'on sait combien de temps elles vont être stockées? Est-ce qu'on sait où elles vont être stockées? Est-ce qu'on a tout le temps l'assentiment? Est-ce qu'on a conscience que quand on clique sur accepter, quand on va sur une page Internet, on clique sur accepter, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire tout ça? Voilà. Et donc, il y a énormément de questions sur l'environnement aussi, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, une grande partie des pathologies est liée à une dégradation de l'environnement. Il ne faudrait pas que la fabrication et l'utilisation de ces outils contribuent à dégrader l'environnement, donc à générer un cercle pas très vertueux dans lequel, pour se soigner, on dégraderait l'environnement qui contribuerait à nous rendre pas un peu plus malades, mais en tout cas à dégrader notre santé. Voilà. Donc, la mutualité est consciente aussi que ce phénomène, alors il est trop tard pour avoir peur, hein, les nouvelles technologies font partie de notre environnement. Il y a la 5G qui va arriver en plus, hein, et le phénomène d'obésiciel va augmenter. On va avoir des logiciels qui vont grossir, des informations qui vont grossir. Et c'est vrai que la mutualité a instauré cette idée de sobriété numérique pour essayer aussi de faire prendre conscience qu'il faut avoir une utilisation raisonnée de ces objets et qu'il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Je ne serai pas plus long. Et juste pour terminer, donc on fait partie on s'est inscrit dans la réflexion sur la loi bioéthique avec la mission interministérielle aussi sur ces questions-là. Et on a émis quelques principes, notamment liés à l'intelligence artificielle et comment mieux positionner les usagers dans ce dispositif-là. D'accord. Merci, Monsieur Téchette. Je voulais donner la parole à Géraldine autour de. On a vu qu'il y avait aussi cette problématique autour de cette équipe de confiance autour des patients. Donc, quelle approche pourrait-on favoriser pour garder la confiance? Mais il y a Madame Ludmilina qui demandait la parole. Ah, d'accord. Alors, on va passer à Madame Ludmilina. Et j'en prendrai la parole après. Bien, écoutez, merci beaucoup, Madame. Et très rapidement, je voudrais rebondir sur la question de la confiance, effectivement, et de la méfiance d'ailleurs concernant les données de santé. J'ai en mémoire ce cri d'alarme que lançait notre fédération il y a quelque temps. Rendez-nous nos données de santé, maintenons la confiance. Effectivement, l'usage des données de santé doit être au cœur des débats et placer le patient dans son rôle d'acteur, comme il est déjà dans le Diabète Lab de notre fédération, par exemple. Notre fédération a ouvert depuis 2015 un Diabète Lab qui s'inscrit dans un espace de co-innovation et de co-évaluation entre le patient, les autorités, les industriels et les professionnels de la santé. Et donc, c'est vrai que nous avons une grande vigilance en ce qui concerne l'utilisation de ces objets connectés, l'utilisation de nos données de santé, et on note à l'heure actuelle même encore une grande réticence chez nos amis usagers, chez des usagers, chez des patients, d'ouvrir un dossier médical partagé ou bien de passer de patients informés à patients connectés, acteurs de sa santé et co-décisionnaires. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Merci. Je peux du coup prendre la suite sur ce sujet effectivement de la sécurité, de l'inquiétude tout à fait compréhensible que peuvent avoir les patients par rapport à la conservation de leurs données. Je pense que ce qui est intéressant déjà, c'est de se dire qu'en 20 ans, on est passé d'un état où finalement nos données de santé étaient conservées sur papier dans le cabinet de notre médecin traitant en qui on avait confiance, à
remontée d'informations sur notre santé, sur notre bien-être, hein, puisqu'on parle des objets connectés au sens large, qui peuvent aller dans le cloud, on ne sait où, avec un usage plus ou moins transparent. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a des usagers qui sont plus inquiets finalement de la remontée d'informations vers les dispositifs de l'État et beaucoup moins vers des Google, vers les GAFA. Donc, c'est intéressant et c'est là où on voit que c'est important aussi d'expliquer ce que l'État met en place pour protéger les données de ses concitoyens. Effectivement, le professeur Bringer le soulignait tout à l'heure, on a une réglementation qui est très protectrice des données individuelles. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les usagers savent assez peu ou assez mal. Et c'est des choses qu'il faut qu'on explique. Pour revenir sur le sujet des objets connectés, il faut savoir que dans le cadre de la feuille de route du numérique qui a été lancée il y a bientôt 2 ans maintenant au niveau national, il y a tout un cadrage qui va être mis en place avec un système de labellisation des applications qui pourront être proposées sur le store national, l'espace numérique de santé, qui sera proposé à l'ensemble des citoyens et qui pourront du coup aller récupérer sur cette plateforme des applications qui auront été labellisées et donc qui apporteront des garanties en termes de sécurité, en termes de finalité, de traitement informatisé et qu'ils pourront du coup utiliser en toute confiance. Mais je pense effectivement que ce qui est important, c'est d'en parler, ce qu'on fait aujourd'hui, d'en parler avec les usagers et vraiment d'apporter cette connaissance, cette conscience de ce qui est fait vraiment, en tout cas par les applications qui seront labellisées, de manière à montrer les garde-fous qui sont mis en France et en Europe par rapport à l'usage de ces données de santé. Merci Géraldine. On a une question auquel je vous demande éventuellement de répondre un peu chacun. On a une question. Le secret professionnel et le secret médical sont en danger dans les établissements de santé par l'étendue des ouvertures de droit pour consulter les dossiers. Donc, Géraldine, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet? Je sais bien ce qu'il y a derrière la question. Moi, j'ai travaillé longtemps à l'hôpital et je me rappelle de dossiers papier qu'on pouvait trouver dans des endroits qui n'étaient pas très sécurisés, de tableaux avec les noms des patients dans les chambres qui étaient visibles en passant dans le couloir. Donc, je ne suis pas sûre que la question, que le numérique amène réellement un déficit de secret médical. Je pense qu'au contraire, le gros avantage du numérique, c'est que, en tout cas dans les dispositifs qui sont mis en place dans les hôpitaux, c'est que les accès aux données médicales et données de soins sont tracés, horodatés, et qu'il est toujours possible de pouvoir identifier quelles sont les personnes qui ont accédé aux informations. Donc, la question, j'avoue que la question, ce n'est pas vraiment une question. Donc... C'est une réflexion plutôt. Voilà, mais en tout cas, moi, voilà, vous avez mes réflexions à moi sur le sujet. Je pense que le numérique n'apporte pas de failles supplémentaires à partir du moment où on utilise des outils qui apportent les garanties en termes de effectivement sécurité des accès avec des modes de connexion qui sont à authentification forte, avec la possibilité d'avoir une traçabilité des connexions et une historisation de la traçabilité de ces connexions et des actions qui ont été réalisées après ces connexions. Donc, je pense qu'on va plutôt vers plus de traçabilité que moins. Maintenant, je laisse les autres intervenants peut-être réagir à la question. Une réaction, oui, Nathalie? Je vous rejoins effectivement et il me semble important de pondérer le bénéfice versus le risque. Est-ce que l'instauration des dossiers médicaux partagés, parce que dans un hôpital, c'est un dossier médical partagé par le PACS, le RIS, etc. Bon, il ne me semble pas d'abord que l'on m'ait déjà demandé si j'acceptais d'avoir mes données partagées dans le PACS. Je trouve que, à mon sens, cela représente peut-être
plus de bénéfices pour le patient que de risques. Ça n'empêche qu'effectivement, il faut toujours le contrôler, avoir des outils de traçabilité et c'est une garantie qui est à mettre en avant auprès des utilisateurs pour démontrer des préoccupations que les organismes ont vis-à-vis des données personnelles. Mais je pense que c'est plus bénéfique pour le patient, pour la prise en charge du patient en transversalité avec les différents services cliniques, les services d'anatomopathologie ou d'imagerie médicale qui permettent d'avoir une vision globale, une compréhension globale de la pathologie au service du patient, quand bien même, effectivement, il faut veiller à limiter le plus possible les risques quant aux éventuelles ou aux potentielles divulgations d'informations de ces données personnelles. Monsieur Bringer, une réflexion à ce sujet? Alors, sur ce que vient de dire Madame Cornet-Giquel, je suis absolument d'accord. J'ai vécu un hôpital où les dossiers papiers étaient source de rupture du secret médical à des niveaux parfois très, très préoccupants. Donc, dire que le numérique en rajoute, je la rejoins, je ne suis pas sûr du tout. Mais comme toujours, le comportement des personnes est très important. J'étais à la tête de la communauté médicale des médecins du CHU de Montpellier il y a bien longtemps, comme président de qu'on appelle la communauté médicale d'établissement. J'ai vu des centaines de personnes aller regarder un dossier médical par numérique qui ne les regardait pas. Vous comprenez que la réglementation a ses limites. Le comportement des individus peut poser problème. Et donc, là aussi, ça a été souligné par Mme Cornet-Giquel, on peut aller voir qui a regardé indûment. Et il faut absolument le faire lorsqu'on a des signaux d'alerte qui remettent en question la rupture du secret médical ou cette curiosité malsaine que l'on observe malheureusement chez nos concitoyens. Donc, responsabilité, responsabilisation, surveillance par des signaux d'alerte. Je ne néglige pas ça, puisque je l'ai connu. Et il faut effectivement être vigilant. Je voudrais, pour terminer mon propos, revenir sur ce qui a été dit, sur, par exemple, l'application de la géolocalisation en EHPAD avec le débat entre deux valeurs très bien présentées tout à l'heure, entre sécurité et liberté. Le problème, c'est que les textes, les règlements ne résoudront jamais toutes les situations individuelles. De plus, l'évolution des technologies et des problèmes à résoudre avec l'apparition de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux usages au quotidien pose des problèmes qui vont beaucoup plus vite que les lois et les règlements. Si je puis dire, dans une phrase habituelle, les faits et les développements vont beaucoup plus vite que la loi. La diversité des perceptions des patients, des familles, sur des sujets de dilemme éthique comme celui-là, sécurité ou liberté,
sont très diverses, sont très nombreuses. Et le personnel des établissements et au sein même de ce personnel, des divergences, des angles de vue. Ne parlons pas de la diversité des directeurs d'établissement. Il y a même dans ça une évolutivité en permanence de la perception. C'est-à-dire qu'un mois avant, de par l'évolution du patient, la perception n'est plus la même. Donc un ajustement permanent en fonction de cette évolutivité rapide. Et enfin, ça vient d'être dit, il faut toujours une proportionnalité par rapport au risque ou de la balance bénéfice-risque. Mais je crois qu'il faut de sur-mesure agile. Et ce sur-mesure agile, il ne peut venir que d'échanges au sein des établissements sur l'utilité, les dégâts potentiels, les risques pour un patient donné. Et donc, vouloir codifier tout par des textes qui, à peine apparus, sont déjà désuets, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, dans le dossier médical, je terminerai par ça, partager. Pourquoi si difficile à mettre en route? Parce que certains le veulent exhaustif, universel. Mais c'est inatteignable. C'est de la vanité. Il faut être concis, graduer les priorités pour chaque patient. Sinon, on se noie. Il fera 150 pages, le dossier médical partagé. Le temps de le remplir, on ne regardera plus le patient. On ne lui parlera plus. On ne l'écoutera plus. Chaque décision a un effet secondaire. Chaque bienfait a une nuisance. Et donc, le numérique n'est pas exclu de ça. Voilà le message. Donc, là, au cœur de l'éthique, il y a le sur-mesure et l'agilité permanente, adaptative des décisions qui sont prises en tenant compte de multiples points de vue. Merci, merci professeur. Monsieur Téchec, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais préciser, je ne sais pas si tout à l'heure c'était clair, mais mes propos ne visaient les objets connectés. C'est vrai que là, autant la mutualité s'interroge sur le devenir des données dans certains objets connectés. On achète une montre électronique, on remplit un dossier ou on va sur une application et voilà, la destination de ces données, on ne la maîtrise pas. C'était pas du tout, mes propos ne visaient pas du tout le dossier médical partagé ou des dispositifs comme ça dans lesquels on a des dispositifs d'État, dans lesquels on a des garanties de sécurité. Il y en a beaucoup moins sur les objets connectés. C'est des objets connectés qui vont être alimentés dans tout un tas de données. On va lui dire ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, si on a bien dormi, qui on a vu dans la journée, si la journée s'est bien passée, mal passée. Enfin, je pense qu'on est capable de donner des informations à ces objets beaucoup plus que peut-être à des personnes et sans avoir de garantie sur les durées de conservation, sur qui les a, ces données, etc. C'est plus sur les objets connectés que la mutualité s'interroge, bien sûr, hein. Et sur la nécessité de labelliser, en tout cas de proposer un label, de travailler aussi sur les blockchains, puisque ce sont des dispositifs aussi qui font partie intégrante de la question sur la gestion de ces données. Et c'est vraiment sur les objets connectés. D'accord. Merci, Monsieur Téchec. Perle, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste poursuivre et répondre à ce que disait le professeur Bringer sur le décalage entre les textes par rapport aux pratiques et par rapport à tous ces dispositifs qui émergent et qui, dans certains cas, inondent le marché, dans ces cas, des dispositifs techniques de géolocalisation. C'est juste pour préciser sur ce cas-là, il y a quand même eu 25 textes de régulation sur ces dispositifs-là. 25
textes, ça veut dire 25 instances, 25 groupes de personnes qui se réunissent pour essayer de construire, co-construire des textes pour encadrer ces dispositifs techniques, que ce soit les dispositifs techniques de géolocalisation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un besoin, les gens ont besoin de s'appuyer sur certains textes, de se mettre d'accord pour essayer de penser à des choses qui iraient dans le respect des droits des personnes, etc. Mais qu'il y a plusieurs problèmes, c'est qu'effectivement on a du mal à aboutir à quelque chose de plus ou moins stabilisé, on a du mal à prendre en compte les textes précédents, et on a du mal évidemment à aboutir à des textes, à sortir du droit souple pour arriver à du droit qui serait un peu plus solide sur ces questions-là. Ça, c'est une autre question, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut défendre à tout prix, étant donné effectivement que tout ça va très vite. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même aussi un besoin d'écrire certaines choses, d'écrire certains grands principes, et enfin, la preuve en tout cas sur ce cas-là. Nathalie? Dans le cadre des dispositifs médicaux, donc, qui auraient une base algorithmique, il y a différents types de préoccupations sur les données. Ce sont le recueil de ces données. Le patient consent à transmettre ces données pour qu'elles soient traitées par ce dispositif médical. Il y a aussi le consentement et toute la réglementation inhérente à la récupération de ces données patients pour nourrir, pour enrichir des banques de données massives afin de développer soit de nouveaux algorithmes, soit de permettre d'améliorer la robustesse des algorithmes déjà existants. Alors, il y a une réglementation qui est le RGPD, qui, vous le connaissez bien mieux que moi, mais qui, sur certains points, présente un petit peu des zones grises où les avis ne sont pas totalement tranchés. Et il est certain que ça a un impact sur le patient. L'intelligence artificielle, c'est une science statistique, disons. Alors, qu'en est-il des patients avec un profil pathologique à faible occurrence? Est-ce que l'on est dans l'égalité d'accès aux soins pour ces profils-là particuliers et pas uniquement la plus grande partie des patients? Ça, c'est pour la protection des données et le partage des données. Il y a quand même, outre le RGPD, il y a quand même énormément de cadres légaux pour les dispositifs médicaux. On a le marquage CE, tout ce qui a été fait par la SNITEM pour encadrer la validation, la certification, le contrôle des outils basés sur l'intelligence artificielle. Outre-Atlantique, la FDA a énormément travaillé sur des procédures dédiées à l'intelligence artificielle parce que, comme vous le disiez précédemment, c'est une technique qui est en cours d'évolution, qui n'a pas atteint sa maturité, et il est difficile de graver à ce jour dans le marbre une réglementation pour une technique qui est telle qu'elle est aujourd'hui et qui aura peut-être un champ d'action différent dans quelques mois, dans quelques années. Donc, c'est important pour les patients d'avoir une assurance sur les données qu'ils partagent pour le traitement personnel de ces données-là, à savoir, je transmets mes données de dosage de glycémie et j'ai un outcome qui est personnalisé, et également je partage ces données-là pour
mon propre, disons, intérêt, mais je participe également à un des 4 P de la médecine des 4 P, la médecine participative, et j'accepte de contribuer en donnant ces informations personnelles-là. Et j'attends à ce moment-là qu'il y ait une sécurisation de ces données. Merci Nathalie. Alors on a des remarques et un peu de questions de la part des participants. Alors je vous lis certaines remarques. Alors peut-être plus pour Géraldine. Avez-vous plus d'informations concernant la labellisation des applications, notamment qui sera chargé de cette labellisation et la confiance étant la clé, la nature de l'organisme en charge de la labellisation, est majeure pour cela. Alors, pas encore à ce jour à mon niveau, mais effectivement, la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'espace numérique de santé, doit être mis en ligne pour les usagers en 2022. Donc, nous en saurons plus très prochainement, je pense. D'accord. Et puis, une remarque à ce qui a été dit au préalable par l'ensemble des participants, notamment autour du risque, du risque de divulgation de l'information. Donc, le risque individuel, certes, mais donc la remarque, je vous la lis, mais ce qu'introduit la technologie, c'est le risque collectif qui n'est pas souvent évoqué. Des données individuelles massives ne sont pas forcément risquées pour une personne en particulier, mais peut-être un risque pour la population dans son ensemble. La société. Si peu d'exemples, aujourd'hui, la trace de données GPS de smartphone permet aux GAFAM de proposer des outils qui échappent à l'initiative publique. Par exemple, les infos qui remontent sur notre respect de confinement au niveau global, c'est des données qui proviennent essentiellement des GAFAM, et la mise en place d'algorithmes qui permettent d'influencer globalement nos comportements. Donc, il faut donc aller au-delà de la problématique individuelle. Si vous avez une réflexion une réaction par rapport à ce commentaire? Non. Alors, je voulais, pour finir, je voulais aborder la problématique autour de cet apport de technologie, autour de l'influence qu'ont ces outils technologiques sur la relation entre les professionnels de santé et les usagers, et comment peut-on mieux accompagner cette évolution. Alors, M. Bringuet l'a évoqué. Madame Loumedilina, peut-être que là, vous aurez quelque chose à dire au sujet de cette évolution de la relation entre professionnels de santé et usagers à travers les outils connectés. Certainement. Moi, je voulais ajouter quand même que la e-santé nous place actuellement face à un nouveau défi, celui de la lutte contre l'illettrisme numérique. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure que certains usagers pouvaient être laissés au bord du chemin. Il faudra vraiment que cette préoccupation soit très prégnante, parce que c'est un véritable problème de société qui peut se poser. En ce qui concerne tous les dispositifs connectés, les objets connectés, à mon avis, ces objets connectés ou ces dispositifs doivent permettre aux patients en général et aux usagers d'être plus acteurs et actifs sur leur capital santé, de rendre plus autonomes, mais aussi plus experts, rendre ces usagers, ces patients plus experts, entre guillemets, de leur maladie et de la gestion de leur maladie. Voilà. Donc, tout usager ou tout patient, moi je le souhaiterais connecté, puisque j'ai parlé du patient exécutant en passant par le patient informé. Le patient connecté, c'est le patient, à mon avis, qui a bénéficié aussi d'un fort
accompagnement en éducation thérapeutique, hein, parce que il est essentiel d'être informé et éclairé avec une co-animation de ces programmes d'éducation thérapeutique, professionnels de santé et patients intervenants experts, comme on l'a évoqué plus avant. Je voudrais juste vous dire qu'une question en ce moment me préoccupe, moi, en tant que patiente dite experte de ma fédération, pour l'accompagnement des patients diabétiques. Une question émerge. Les lecteurs de glucose en continu ne pourraient-ils pas être davantage utilisés à des fins d'éducation thérapeutique du patient pour des patients qui ne peuvent pas a priori en bénéficier, c'est-à-dire les non-insulinodépendants par exemple? On pourrait, sur le chapitre prévention, pendant quelques semaines au moment de la découverte du diabète, utiliser ces lecteurs de glucose en continu pour mieux comprendre les effets de l'alimentation sur la glycémie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui peuvent concourir à faire en sorte que des patients sur la voie de l'information et en passe d'être vraiment connectés, ce n'est qu'un des exemples qui puisse aussi insuffler beaucoup de responsabilité, parce que chez un patient ou chez un usager, parce que on recherche l'usager ou le patient éclairé. Voilà, éclairé. Et moi, je ne saurais trop rappeler ce que dit la Fédération française des diabétiques quand elle s'adresse au pouvoir public, permettre à chacun, c'est notre souhait, sur l'ensemble du territoire et quelle que soit sa situation sociale, d'avoir accès aux soins et à l'innovation pour améliorer sa qualité de vie, bien la recherche que nous avons tous, amélioration de la qualité de vie, permettre à chacun d'avoir, si possible, un deuxième avis médical dans de bonnes conditions, mais évaluer, permettre à chacun d'évaluer à échéance régulière la qualité et la fiabilité des services à caractère médical proposés par la e-santé, les applications, les sites, les plateformes, et ainsi harmoniser les processus d'évaluation. Bref, ce que je disais en remarque après l'intervention du professeur Bringer, c'est insuffler à tous les niveaux d'humanité qui caractérise la relation professionnel de santé, usager, professionnel de santé, patient. Merci beaucoup. Une réaction, M. Téchec ou Géraldine? Oui, moi je veux bien réagir rapidement. C'est forcément que ça va changer un petit peu les relations, hein. L'idée étant que le numérique ne doit pas remplacer la relation entre le malade et son patient, ou entre le malade et sa complémentaire santé, par exemple. Ça doit être un média, ça doit être l'un ou l'autre. Ça ne doit pas être l'un ou l'autre, ça doit être l'un et l'autre. L'essentiel étant que le patient ait la maîtrise dans le choix, dans l'utilisation ou pas, dans l'effectivité du consentement. Enfin, voilà. Il faut qu'on arrive à avancer là-dessus. Un des enjeux aussi pour la mutualité, mais pour les complémentaires santé, c'est il y a une question qui commence à arriver sur la prise en charge de ces objets connectés par la sécurité sociale, où dans les dispositifs médicaux, c'est plus ou moins le cas, mais sur les objets de santé qui peuvent aider aussi à la prévention de certaines, faire un travail de prévention. Il y a des interrogations là-dessus, et c'est effectivement,
ça passe par la réponse aux questions de sécurité, de labellisation, etc. Donc, c'est pour ça que la Mutualité française fait un gros travail sur cette question-là, parce que de toute façon, voilà, la relation numérique est instaurée et il faut tout faire pour essayer de la rendre la plus fluide possible et la plus sécure possible. Mais elle est installée, il n'y aura pas de retour en arrière, et tout doit pousser à ce que les patients experts puissent partager leur expertise et que le médecin soit plus facilement au contact de son malade. Enfin, voilà, il faut vraiment faire en sorte que ça tende à améliorer les relations, et faut pas se faire peur. Et je pense qu'il faut qu'on contribue à rassurer tout le monde sur le fait qu'il nous appartient de rendre tout ça le plus sûr et le plus sécure possible pour faire en sorte que demain, les relations avec ces médias ne soient pas un tas de fantasmes, de fake news, enfin, voilà. Donc, on y contribue. Et juste pour terminer, il y a des travaux qui sont menés au sein, je répète, mais c'est important, hein, la loi bioéthique travaille à ces questions-là, et il y a des principes qui sont établis. On n'a pas encore débouché sur une labellisation, mais des principes qui poussent à la transparence de l'origine de l'algorithme, la loyauté de l'algorithme, la garantie humaine aussi, donc l'efficacité du consentement, la garantie par l'État de la sécurité des infrastructures et la garantie d'un égal accès social et territorial. Donc, voilà, il y a des principes qui commencent à être établis, qui peuvent servir de fondement pour que demain, ce soit généralisé en toute sécurité. Merci, M. Deschecq. Géraldine? Oui, juste un mot. Moi, je pense que ce qui est important, surtout qui nous guide dans cette démarche, c'est d'avancer ensemble. Et pour ça, c'est très important, et on l'a déjà dit, il faut former, sensibiliser, expliquer. On a parlé des patients, mais il faut aussi parler des professionnels de santé qui parfois peuvent aussi être un peu démunis vis-à-vis de laboratoires qui leur proposent des systèmes très performants, en tout cas affichés comme très performants. Et il faut aussi former les professionnels à intégrer ces dispositifs dans leur pratique et à évaluer les dispositifs qui leur sont proposés. Donc, je pense que vraiment, c'est important que tout un chacun, professionnel, patient, ait la bonne information sur ces nouveaux dispositifs, et aussi puisse en discuter ensemble et co-construire ensemble la prise en charge, à la fois effectivement sur l'angle de la prévention aussi, c'est très important, et il y a beaucoup de débouchés, je pense, sur ce secteur-là aussi, co-construire ensemble ce système. Merci, Géraldine. Nathalie, tu rajoutes un mot? Oui, ça fait écho à ce qui vient d'être dit. Le patient mérite tout à fait d'avoir une intelligence artificielle à son service et digne de confiance. Et pour cela, effectivement, il faut qu'il y ait… Alors, l'intelligence artificielle fait que ce sont des travaux communs, mais différents. Le développeur, le médecin utilisateur et in fine le patient. Le médecin qui se retrouve avec son patient pour lui expliquer pourquoi il a utilisé cette technique plutôt qu'une autre. Il faut qu'il ait bien compris ce qu'il en était d'un point de vue technique en amont. Et effectivement, les organisations internationales, les sociétés savantes mettent en exergue la nécessité de renforcer les collaborations entre les industriels et les secteurs médicaux, privés ou publics, pour qu'il y ait une symbiose et une synergie très importante pour mettre au service du patient des outils qui répondent à une problématique clinique, qui ne soient pas là comme juste un accessoire, un gadget, mais qu'ils répondent effectivement à ces attentes-là cliniques. Il faut que le médecin comprenne un petit peu, de par la nécessité de transparence des algorithmes, ce qu'il en est. Alors, il y a ce que l'on appelle les black box, et avec des outils d'intelligence artificielle qui
sont soit apprenants au fur et à mesure de leur utilisation, soit non supervisés et pour lesquels il est plus compliqué de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce fonctionnement algorithmique, mais l'accent doit être porté sur le maximum de transparence possible pour que le médecin aussi puisse connaître les indications de cet outil-là, puisse connaître ses limites, puisse détecter éventuellement les erreurs qui pourraient être transmises par ces outils-là, afin d'avoir quelque chose qui colle le plus possible aux besoins du patient qui est en face de lui. Et la formation est un élément indiscutable dans l'émergence et l'adoption de ces outils très innovants. Merci, Nathalie. Perrin, tu voulais rajouter quelque chose? Monsieur Bringer, vous voulez rajouter quelque chose? Et puis, je pense que ce sera le mot de la fin aussi. Alors, je crois que préserver la relation humaine est essentiel, y compris avec le numérique. Et évidemment, il faut que le numérique, chaque fois qu'il est utilisé, maintienne la possibilité d'un accès aux soins présentiels, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire en présence du médecin. Si on prévoit uniquement des soins numériques, ils deviendront inhumains. Donc, cette capacité d'accessibilité aux consultations et aux soins de présence doit, dans tout montage de programme numérique, être préservée, notamment dans la télémédecine ou dans le diabète, si on a accès au système que j'évoquais, ou dans la cardiologie, quand on a des outils sophistiqués de défibrillateurs en ligne avec des centres de cardiologie, il faut toujours pouvoir avoir accès aux médecins référents un jour pour comprendre, et puis par souci d'humanité. Être humain en soins, je crois que c'est d'une façon innée pour certains, mais acquise pour beaucoup. Être humain en soins, c'est la lecture émotionnelle de l'autre. Comprendre sa demande pour y répondre de manière appropriée. Et ça, c'est très délicat avec des objets connectés. Ça reste très, très délicat. Et donc, il faut veiller à cette utilisation. Mais sinon, les moyens biotechnologiques n'éloignent pas en soi si on les conçoit dans la bonne façon de s'en servir. Cette bonne façon de s'en servir, c'est ce qui va éloigner ou rapprocher. Je regarde les infirmières de nos centres de diabétologie qui éduquent les patients au pancréas semi-artificiel actuellement et à des objets connectés extrêmement complexes. Ça les rapproche. Le patient devient très partenaire, encore plus partenaire. Et ça rapproche des soignants les patients. Donc, ça n'écarte pas. Pour tout à l'heure, on a parlé d'imagerie. Quand vous allez faire une IRM, ce n'est pas l'IRM qui est inhumaine. Quand vous avez eu un examen d'une demi-heure dans le tunnel et qu'à la sortie, on vous dit ça a duré un peu plus que prévu, mais on écrira à votre patient, à votre médecin, on est profondément inhumain. Mais ce n'est pas l'IRM qui est inhumaine, c'est la manière de s'en servir et de l'utiliser. Bon, en conclusion, je dirais que les objets connectés n'ont pas réponse à tout. Ils ont un risque d'intrusion trop fréquente dans la vie. Et par exemple, chez certains patients un peu perfectionnistes, des tendances un peu obsessionnelles, ça devient tellement envahissant
que ça prend des proportions disproportionnées dans les bénéfices qu'ils apportent. Quelqu'un qui regarde sa tension artérielle 10 fois par jour, c'est trop. C'est trop. Et la glycémie 40 fois, c'est trop. Ça envahit la vie. Et donc, ça prend la place sur autre chose. Il faut s'en méfier. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Géraldine, le mot de la fin pour conclure ce premier débat. Écoutez, surtout merci aux intervenants, merci de vos questions pour les participants via le chat. Je pense que c'était un webinaire qui nous a permis de débattre sur toutes ces questions. On l'a bien compris, tout n'est pas tranché et ce qui est important, c'est de se questionner et de faire du sur-mesure, comme vous l'évoquiez, professeur, tout à l'heure. Je pense qu'il est important d'en parler justement et de continuer à en débattre et de faire du cas par cas et de vraiment étudier le bénéfice et que le patient puisse en parler, puisse évaluer cela au cours de sa prise en charge et éventuellement revenir en arrière par rapport à l'usage de ce type de solution. Donc, je pense que ce qui a été dit effectivement sur ces valeurs éthiques et humaines qu'il faut absolument conserver dans la relation dans le cadre de la prise en charge, et il me semble essentiel. Et donc, merci à tous d'avoir débattu aujourd'hui et je pense que nous aurons d'autres occasions encore de continuer à débattre de ces sujets. Merci beaucoup.